Bonjour à tous. Donc, bienvenue à cet événement des légumiers, les légumiers de demain. C'est un plaisir de vous revoir pour certains d'entre vous, parce que certains d'entre vous ont eu l'occasion de se joindre à nous, soit pour des événements précédents, soit même pour un voyage de presse qu'on avait eu l'occasion d'organiser ensemble. Et puis, on souhaite également la bienvenue à ceux d'entre vous qui n'ont jamais eu l'occasion de nous découvrir ou de nous connaître. C'est l'occasion aujourd'hui. Donc, cette conférence de presse de l'Unilet aujourd'hui, elle sera marquée par en fait une thématique, celle qui va consister à en apprendre un peu plus sur les bienfaits notamment nutritionnels de nos produits, de nos légumes en conserve et surgelés, et puis également l'occasion de faire un point sur la conjoncture et l'actualité de notre filière. Avant toute chose, nous présenter, donc je m'appelle Cyril Auguste, je suis le président de l'Unilet. L'Unilet, c'est notre interprofession qui rassemble les producteurs et les transformateurs industriels des légumes en conserve et surgelés. Donc, nous avons donc un collège production qui est présidé par Jean-Claude Oran, ici. Jean-Claude, tu peux te signaler à l'assistance. Voilà. Et donc, Jean-Claude est le président de ce collège qui est le Senaldi. Côté transformateur, Nicolas Facon, ici également présent, est le président du collège transformateur, la FIAC Légumes, la Fédération des industries des aliments conservés. Et enfin, interviendra également aujourd'hui de l'Unilet Cécile Ledouaret, ici présente, directrice de l'Unilet. Voilà. Nous avons une invitée qui va également intervenir aujourd'hui. C'est le docteur Laurence Plumet, ici présent, médecin nutritionniste, qui couvrira une partie importante de cette présentation aujourd'hui, qui sera suivie bien évidemment d'échanges, de questions-réponses, tous ensemble. Donc le programme de cette matinée, eh bien écoutez, on va commencer par vous révéler en fait les résultats d'une enquête qu'on a terminée sur l'image en fait des légumes en conserve et surgelés. Ensuite, ça va être intéressant de confronter finalement cette image à la réalité nutritionnelle, et ce sera le rôle de l'intervention de Laurence Plumet, mais aussi à la réalité du marché, que ce soit le comportement d'achat des consommateurs, mais aussi la réalité de nos productions sur le sujet. Et là, j'ai les slides qui reviennent en arrière. Hop, hop, hop. Et puis, on terminera par des points d'actualité. Notamment, on vous donnera un petit peu de nouvelles sur des 10 engagements que nous avons placés dans notre feuille de route des légumiers de demain. Donc, un bref rappel. Quand je dis bref, c'est parce que vous avez tous un dossier de presse assez fourni où vous retrouverez bien évidemment tous les éléments de cette présentation et bien plus d'informations encore. Mais si je devais en substance vous donner quelques points clés sur notre filière. La première, c'est que c'est une filière qui a des productions de légumes dédiées à cette conservation, soit par la conserve, soit par le surgelé. Nous avons des légumes qui sont cultivés en plein champ durant la période estivale, qui commence, même si tout le monde n'a pas encore noté que c'était l'été, ben en fait, on y arrive doucement. Et donc, nous avons en fait une filière qui a 93% transforme et vend des produits en France, majoritairement dans le nord de la France, la Bretagne et le Grand Ouest, et qui va rassembler en fait un tiers des surfaces de légumes cultivées en France. Ça, c'est très important. Et représenter un tiers, une portion de légumes sur 3 consommés en France, elle est d'origine soit conservée, soit surgelée. Et le point important ici, c'est que cette filière, elle est très intégrée, elle fonctionne de façon 100% contractualisée, avec une garantie d'achat et de prix contractualisée en amont entre les 4500 producteurs qui travaillent sur cette filière et finalement les industriels transformateurs à travers les 24 sites de production en France. Voilà, c'est vraiment très très résumé, mais ce sont les points saillants de cette filière qui est aujourd'hui très intégrée. Alors je vous le disais, on a eu l'occasion de répéter cette année une enquête d'image et d'opinion sur nos catégories de produits, les légumes en conserve et surgelés. Et en voici quelques résultats. Vous en avez tout le détail dans le document qui vous a été fourni. Le premier point, c'est que ça reste une catégorie en fait, qui s'adresse, ce sont 2 catégories qui s'adressent à tout le monde. 90% des Français, et c'est même encore plus qu'il y a 4 ans, déclarent effectivement consommer ces catégories de produits. Et pour un bon nombre d'entre eux, quasiment 2 sur 3, c'est une consommation très fréquente puisqu'elle est quasiment hebdomadaire. Vous avez 62% sur la conserve, 56% des déclarants sur le surgelé. Donc on voit effectivement qu'on a des produits qui sont des produits en fait pour tout le monde.
Le deuxième point, c'est de comprendre, et c'est la question qu'on leur a posée, c'est quelles sont les raisons en fait de cette consommation. Sans surprise peut-être, mais c'est toujours bon de se le redire. L'avantage principal de ces légumes en conserve et surgelés, c'est bien évidemment leur praticité et leur praticité de conservation. Donc c'est des produits faciles à stocker et puis surtout des produits qui sont prêts à l'emploi, très rapides à remettre en œuvre, prêts à manger. Et ça aussi, c'est un élément très important qui est souligné par les personnes interrogées. L'autre point, c'est que, on le sait, consommer des fruits et légumes, c'est plus simple en période estivale ou en période de récolte que pendant les périodes hivernales. Et finalement, le gros avantage qui est reconnu par les consommateurs, c'est bien évidemment la disponibilité tout au long de l'année de ces solutions pour continuer à manger des légumes tout au long de l'année, que ce soit en accompagnement, comme plat principal. En fait, on a une multiplicité d'offres qui permet à tout le monde d'utiliser ces produits. Bien évidemment, quand on leur pose la question de la sécurité alimentaire, de la qualité de ces produits, il n'y a absolument aucun doute sur le fait que ce soit en conserve ou surgelé, on a des produits d'extrêmement bonne qualité. Il est quand même intéressant, et on va le ressouligner après, quand on regarde les niveaux de confiance sur les différentes questions que vous avez ici mentionnées, qu'en réalité, sur la conserve, il y a quand même des points sur le mode de production, les qualités gustatives, qu'il est important de continuer à adresser. Ces profils nutritionnels, factuellement, et on va en avoir une explication juste après, en fait, ils sont aussi reconnus à travers l'indicateur Nutri-Score. La réalité, c'est qu'en ce qui concerne les légumes en conserve et surgelés, 98% de ces produits, quelles que soient les recettes, sont soit Nutri-Score A ou Nutri-Score B. Donc on est bien sur des profils nutritionnels qui sont reconnus. Et pour 7 produits sur 10, ce Nutri-Score est affiché sur le produit. Toutes les marques, toutes les enseignes n'ont pas forcément appliqué le Nutri-Score aujourd'hui à date. Vous avez également, dans l'étude qu'on a menée, un certain nombre de points saillants sur en fait, les atouts clés reconnus en termes de santé, de plaisir. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, l'image, elle est bonne et elle continue de progresser. Force est de constater que les communications sur le sujet aident, puisque finalement, la dimension saine, même les dimensions plaisir et gustatif continuent, ainsi que les éléments de naturalité continuent de progresser à des niveaux assez satisfaisant, et c'est très bien pour favoriser la consommation des légumes. C'est la même chose en surgelé. L'information précédente était sur la conserve. En surgelé, vous voyez, on est sur des produits qui sont reconnus comme bons pour la santé, qui aident à éviter le gaspillage, parce que ça, c'est un point également important, je n'ai pas mentionné, mais l'intégralité du contenu d'une boîte de conserve, l'intégralité du contenu d'un sachet de légumes surgelés est consommée sans aucun gaspillage. Mais on a une bonne préservation, notamment des vitamines et minéraux, qui est perçue par les consommateurs. Là encore, on est toujours sur les résultats de l'étude consommateur. Donc tout est au vert, mais il y a quand même un mais. Quand on fait ce genre d'études, on constate encore que certaines fausses idées ont la vie dure, puisque pour une majorité de Français, 70% dans le cas des légumes, en fait, la présence de conservateurs est encore un élément dans la tête des consommateurs. 70% des consommateurs déclarent penser qu'il y a des conservateurs dans une boîte de conserve, 51% pour les légumes surgelés. Alors que bien évidemment, c'est totalement faux, puisqu'en fait, les principes de conservation sont en fait justement de réaliser cette conservation grâce à la technologie soit de l'apertisation, le traitement par la chaleur en milieu hermétique, la boîte de conserve, soit le grand froid pour ce qui est de la surgélation. Donc voilà, un élément vraiment d'éducation et de renforcement qu'il faudra avoir auprès des consommateurs. J'ai été un peu rapide, mais vous avez tous ces éléments. Maintenant, si on confronte ça à la réalité scientifique et médicale, je vais laisser la parole aux experts. Merci. Bonjour. Bon, ça me fait très plaisir de vous parler des légumes parce que j'arrête pas d'en parler à mes patients en consultation parce que je me bats pour leur faire manger des légumes. Alors, donc, les légumes, autant vous dire qu'on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas être en bonne santé si on ne mange pas suffisamment et régulièrement des légumes. Pourquoi ? D'abord parce que les légumes sont riches en fibres. Vous voyez,
3 à 4% de fibres, ça veut dire que quand on prend 2 assiettes de légumes, une à midi et une le soir, avec des féculents, je n'oblige pas non plus de manger que des légumes au repas. Mais moi, mon truc, c'est de conseiller à mes patients de faire toujours mi-légumes, mi-féculents. Comme ça, tout le monde est content. Et ça les familiarise avec les légumes, et donc ça apporte des fibres. Et vous voyez que les 2 assiettes de légumes cuits par jour, ça va apporter presque 10 grammes de fibres, ce qui correspond disons à un tiers des besoins en fibres de la journée. Ça veut dire que si on ne consomme pas de légumes, on n'a pas assez de fibres. Et si on n'a pas assez de fibres, il y a quelqu'un qui va être très malheureux dans le corps humain, c'est le microbiote. Parce que le microbiote, il est végétarien. Les fibres, c'est son truc à lui. Le microbiote, il se nourrit de légumes. Donc plus vous mangez de légumes, plus vous avez un microbiote heureux. Et qui dit microbiote heureux, dit personne en bonne santé, puisque le microbiote dirige en fait beaucoup d'éléments de votre santé. Donc déjà, la richesse en fibres est essentielle au transit et à la santé du microbiote. Ensuite, des minéraux. Il y a du magnésium, il y a du potassium, il y a un petit peu de calcium, mais ce n'est pas ça qui fait l'intérêt des légumes, c'est surtout le magnésium et le potassium. Il y a également des vitamines, vitamines du groupe B, la fameuse vitamine C. Alors, tous les légumes n'en contiennent pas, mais ça reste quand même une bonne source de vitamines. Et puis, il y a les phytonutriments. Alors ça, on n'en parle jamais. Ce sont pourtant des toutes petites molécules qui sont, vous voyez, il y en a 15 000, c'est vaste famille. La famille des phytonutriments, donc, elle est présente uniquement dans les végétaux et elle est développée par les végétaux pour se protéger des agressions contre l'environnement. Autrement dit, ce sont des antioxydants parce que les principales agressions que vivent les végétaux et nous-mêmes, c'est l'oxydation. Donc le végétal va se protéger en fabriquant des antioxydants et en mangeant, qui sont des phytonutriments, entre autres. Et donc nous, en mangeant les légumes, on va profiter de la richesse des végétaux en phytonutriments pour consommer des antioxydants qui vont nous aider à nous défendre contre l'oxydation. Bon, alors vous allez voir le tableau des phytonutriments. Voilà l'arbre généalogique des phytonutriments. Et là-dedans, vous allez reconnaître certains termes qui vous semblent familiers. Il y a les composés organosulfurés qu'on va surtout trouver dans les oignons et dans l'ail, l'acide phénolique, les flavonoïdes, les polyphénols. Vous en avez déjà entendu parler. Bon, la plupart des légumes sont riches en polyphénols. Les tanins, il y en a pas mal, c'est ce qui donne un peu l'amertume aux légumes. La caféine, les caroténoïdes, le carotène des légumes très riches en couleurs. C'est ce que je dis toujours. Ayez une assiette arc-en-ciel. Mettez de la couleur dans vos assiettes. Parce que plus les légumes sont colorés, plus ils sont riches en carotène. Et le carotène est antioxydant. Voilà, c'est un phytonutriment. Les anthocyanes aussi, ce qui donne d'ailleurs la belle couleur violette du chou rouge. Le chou rouge est très riche en anthocyanes. Vous ne pouvez pas vous imaginer tout ce que vous mangez quand vous mangez des légumes. Donc, si je me résume en allant vraiment à l'essentiel, dans les carottes, il y a beaucoup de carotène, il y a du potassium, de la B9. Dans les épinards, beaucoup de carotène. Bon, il dit, enfin, bizarre, les carottes sont vertes, le carotène c'est jaune. Où il est le carotène dans les épinards? Eh bien, le carotène, il est caché par la chlorophylle. Donc, en haut, vous avez la chlorophylle et dessous, vous avez le carotène. Et pour preuve de ce que je dis, laissez traîner des épinards dans votre cuisine et vous allez les voir jaunir. La chlorophylle se désintègre et vous voyez apparaître le carotène. Donc vous voyez qu'un légume peut vraiment avoir de très nombreuses molécules. Magnésium, potassium, B9, c'est chou-fleur, potassium, B9, haricots verts, carotène pour la couleur verte, potassium, vitamine B9, petits pois, beaucoup de fibres, potassium, magnésium, vitamine B9. Bon, donc vous voyez qu'un légume, c'est pas seulement 90% d'eau et beaucoup de fibres, c'est aussi beaucoup de vitamines, diverses et variées, des antioxydants sous forme de phytonutriments et également des minéraux. Donc voilà, et c'est la raison pour laquelle les légumes doivent faire partie de l'équilibre alimentaire. D'où la raison du PNNS, manger 5 fruits et légumes par jour. Alors dans ce message, ça ne veut pas dire 5 fruits et 5 légumes. En fait, il faut le comprendre différemment. En fait, les légumes, ça devrait être mangé à volonté. Il ne devrait même pas y avoir de chiffres sur un nombre limité de portions. C'est à volonté les légumes. Et plus on en mange, mieux on se porte. Ça peut être le matin au petit déjeuner, si on veut, des petites tomates cerises. À midi, hop, avec les féculents. Le soir, hop, avec les féculents. Donc, on mange des légumes à tous les repas, à volonté. Par contre, les fruits, ça sera 3 fruits par jour parce qu'ils contiennent des sucres. On ne peut pas non plus en manger 1 kilo. Voilà, donc idéalement, on devrait se situer à 800 grammes de fruits et légumes par jour. Et une assiette de légumes, c'est 200 grammes. Voyez, donc si on mange légumes à midi et légumes le soir, on est à 400 grammes de légumes, ça serait déjà très bien.
Malheureusement, et je le vois dans mon quotidien de praticien, parce que je suis praticien hospitalier, c'est vraiment, les gens savent que les légumes, c'est bon pour la santé, mais alors quand il s'agit d'en manger, c'est autre chose. Et pratiquement 70% des Français consomment moins de 5 fruits et légumes par jour. Alors les fruits, ça va, hein, mais alors les légumes, c'est la cata. Et vous voyez, quand on regarde les données de consommation, on est bien sur ce chiffre-là. Voilà, 70% des adultes consomment moins de 5 fruits et légumes, et c'est surtout très peu de légumes. Voilà. Et c'est pareil pour les enfants, c'est encore pire, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez des enfants ou si vous en avez eu, mais vous savez qu'il y a un âge béni où les petites purées de légumes, ça passe. Et puis, il y a un âge où non, ils ne veulent plus manger de légumes. Voilà. Et cet âge va être plus ou moins long. Et chez les adolescents aussi, c'est la cata, parce que les légumes, on a vraiment du mal à les faire accepter chez les ados. Voilà. Donc, vous voyez qu'en moyenne, il y a eu une petite progression, comme vous le disiez, dans la consommation des légumes, quels qu'ils soient. Vous voyez qu'entre 2016 et 2019, on est maintenant à quasiment 200 grammes de légumes par jour. On est loin des 500-600 grammes, hein, donc il y a des progrès à faire. Et chez les enfants, on est à peine à 100 grammes de légumes par jour. Donc vraiment, il y a des progrès à faire. Donc de l'importance d'inciter à leur consommation. Parlez-en dans vos articles, des légumes, des légumes, des légumes. Et puis surtout, le légume, il est riche de tout. Mais encore faut-il préserver ses qualités nutritionnelles lors de la préparation de ces légumes, car les composants des légumes sont sensibles à l'oxydation, voilà, l'oxygène, à la température, quand elle est trop longue et trop élevée, et à la lumière. Voilà. Donc pour préserver au mieux les qualités nutritionnelles des légumes, il faut les récolter à maturité, parce que c'est là qu'ils ont le plus de qualité nutritionnelle. Il faut un temps de stockage très court entre le moment où il est récolté et le moment où il est techniqué. Et puis des temps de cuisson brefs, évidemment, et un temps de réchauffage court. Alors évidemment, avec les surgelés et les conserves, ben c'est génial, parce qu'avec le surgelé, on a une très bonne préservation nutritionnelle. D'abord parce qu'ils sont récoltés à maturité. Voilà. Ils sont préparés dans les 3 à 5 heures qui suivent la récolte au champ. Donc vraiment, hop, ça va très vite. Hein. Ce sont des camions F1. Ensuite, ils sont blanchis. Alors, blanchis, c'est quoi? C'est une ébullition très très courte qui est destinée à stopper les enzymes de la maturation et aussi à fixer les couleurs du légume. Voilà. Donc, c'est une façon très naturelle de lui faire garder sa belle couleur naturelle et de stopper la maturation. Et puis ensuite, bah, on le surgèle à moins 40 et on le stocke à moins 18. Voilà. Y compris chez nous, dans nos congélateurs, ils sont stockés à moins 18. Alors, beaucoup de gens pensent que la surgélation, c'est une agression pour les vitamines, mais pas du tout. Pas du tout. Les minéraux, les oligo-éléments et les vitamines supportent très bien le froid. Il n'y a absolument pas de destruction avec la surgélation. Et l'avantage du surgelé, c'est que quand vous le sortez du congélateur et que vous le plongez dans l'eau bouillante, bah, c'est juste quelques minutes, hein, et donc il y a très peu de pertes. Et au final, dans l'assiette, il y a une préservation optimale des qualités nutritionnelles. Pareil pour la conserve, récoltée à maturité, préparée dans les 3 à 5 heures qui suivent, hop, 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 ça va très vite. Un blanchiment aussi pour fixer les couleurs et stopper la maturation enzymatique. Et hop, une apertisation qui va servir donc de moyen de bloquer le développement des bactéries. Donc on est à plus de 120 degrés pendant quelques minutes. Et puis donc on a un conditionnement qui est parfaitement adapté, pauvre en oxygène pour limiter l'oxydation, à l'abri de la lumière, puisque la lumière ça agresse aussi les vitamines. Donc là, ils sont au sombre, ils sont dans l'obscurité, il y a très peu d'oxygène, et donc c'est génial, tout est conservé au mieux. Et puis quand on a ouvert notre boîte de conserve, il n'y a plus qu'à réchauffer. Donc là, il y a très peu de pertes aussi. Donc on voit bien que tant surgelé qu'en conserve, finalement, on préserve au mieux les qualités vitaminiques, puisque de toute façon, minéraux et oligo-éléments, il n'y a jamais de perte. Donc voilà, je fais cette dia-là de synthèse. Les légumes, ils viennent de France, ils sont récoltés à maturité, ils sont en pleine terre et non pas à perpète dans l'air. Donc ils viennent du sol. Il y a donc un long temps de conservation, aussi bien quand ils sont surgelés qu'en conserve, ce qui est très pratique. Hein. On a ça dans notre congélateur, on a ça dans notre placard. Et quand on a besoin de manger des légumes, il n'y a plus qu'à se servir, et en toute saison, ce qui permet de manger des légumes d'ailleurs en permanence et en toute saison. Donc moi je trouve ça génial parce qu'on n'a aucune excuse à ne pas manger des légumes. Voilà, et ça permet finalement à toutes les catégories de population de pouvoir manger des légumes toute l'année et dans des très bonnes conditions. Hop, voilà, j'ai été assez rapide, je l'espère. C'était parfait et extrêmement convaincant. On sent la passion pour le légume, un grand merci. Alors, vous l'avez dit, oui.
Alors vous avez la réalité effectivement du terrain, vous l'avez dit en consultation, et il y a parfois des écarts entre ce qui est déclaré et la pratique. C'est intéressant de confronter ça aussi à la consommation, et c'est le but de la présentation de Nicolas Facon. Bien, bonjour à tous. On va regarder ce qui se passe côté consommation. On a vu les bienfaits et l'image qu'ont nos produits. Que se passe-t-il côté consommateur en termes d'achat? On est sur des marchés essentiels en fait. Si on regarde les deux marchés, que ce soit le légume en conserve ou le légume surgelé, vous voyez les chiffres. On est sur des quantités qui sont très importantes. On est vraiment dans l'essentialité de la consommation, puisqu'en fait, sur le marché de la conserve, on est plus de 750 millions de boîtes et de bocaux qui sont consommés tous les ans en France, avec à plus de 85% à domicile. La part de la restauration hors domicile est uniquement de 15%. Alors ce marché, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a encore du potentiel. Il y a des bienfaits, il y a un attrait de ces catégories, il y a une image qui est très bonne, mais on voit qu'en termes de chiffres, on est dans une tendance légèrement baissière. On est à moins 3 en fait, % en volume actuellement. C'est l'ensemble des marchés épiceries qui sont sur cette tendance-là. Donc on voit qu'il y a encore du potentiel dans l'usage et dans la consommation de légumes. Et vous voyez les chiffres, on est sur 98% en fait, des foyers qui sont acheteurs. Donc tout le monde aujourd'hui, tous, vous avez dans vos placards en fait des boîtes de conserve et des bocaux de légumes, et avec une consommation de 23 boîtes en moyenne par an. Donc on est vraiment dans une fréquence et une consommation très importante pour un prix très accessible, puisqu'en moyenne en fait une boîte de légumes en fait c'est 2,25 € en fait pour un format 4 quarts, c'est-à-dire un peu moins de 1 kg. Quels sont les critères d'achat en fait sur ces catégories-là? On va retrouver bien évidemment le légume, et en deuxième, le prix et la marque. Le prix, l'accessibilité prix, c'est vraiment un des fondamentaux en fait de nos catégories. Si on prend un exemple, on va prendre un exemple emblématique, c'est le petit pois carotte. Je pense qu'on est tous plus ou moins, en tout cas il y a plus d'un foyer sur deux qui consomme et qui achète en fait du petit pois carotte. On est sur plus de 70 millions à peu près de boîtes qui sont achetées tous les ans. Le prix moyen, c'est moins de 2 €, 1,77 €. Ce qui fait que si on le ramène à la portion, on est sur 45 centimes en fait, de portion de petits pois carottes. Donc on est vraiment sur un produit qui est prêt à l'emploi, qui est plein de bienfaits pour la santé, mais qui est sur une accessibilité qui est très importante. Pour ce qui est des surgelés, là aussi, un marché très important, pratiquement 500 millions en fait, de sachets vendus tous les ans. Là, on est sur une consommation qui est à part égale quasiment entre la consommation à domicile et hors domicile. Et on va retrouver évidemment les mêmes critères d'achat, que ce soit le légume, l'accessibilité prix et puis la marque. Oui. Oui. La première, c'est le haricot vert. Voilà, donc on va retrouver effectivement les. Donc il y a plus d'une vingtaine d'espèces en fait de légumes qui sont aujourd'hui apertisés, que ce soit en surgelé ou en boîte de conserve. Mais effectivement, on va retrouver les grandes offres, ce sont les haricots verts et puis les petits pois carottes. Sur le surgelé, voilà, donc consommation à domicile, là pareil, on est sur une légère baisse. Voilà, encore du potentiel de croissance. Une fréquence d'achat très importante, puisque vous voyez qu'on consomme à peu près 11 kg par an par foyer, donc de façon très significative, et un prix moyen aux alentours de 3 €. Deux exemples de produits là aussi emblématiques, l'épinard en surgelé et le chou-fleur. Vous voyez que ce sont deux offres qui se portent bien en termes de consommation. Un très fort taux de consommation, et si on fait le même calcul à la portion, pour ce qui est des épinards, en fait, une portion d'épinards prête à l'emploi, ou quasiment, quelques minutes de préparation, on est sur 23 centimes. Et puis sur le chou-fleur, 18 centimes. Donc c'est vraiment en fait la praticité, l'accessibilité prix et la praticité d'usage qui font en fait, et les bienfaits évidemment associés de nos produits qui font le succès de nos offres. Merci Nicolas. Donc le diagnostic il est clair, on a des catégories qui sont en bonne forme et qui ont encore une vraie capacité à se développer parce que ce sont des consommations accessibles. Maintenant, quelle en est la réalité du terrain en termes de production? C'est ce qu'on va voir avec Jean-Claude Oran maintenant pour la partie amont agricole.
Merci Cyril, bonjour à tous. Donc je vais vous parler des productions légumières puisque nous sommes producteurs nous, de légumes. Je suis agriculteur, producteur de légumes en Bretagne. Et donc je vais vous parler de ce que nous avons vécu ces dernières années et notamment de ce que nous avons subi par le biais des météos qui sont plutôt capricieuses ces dernières années. Alors nous sommes bien sûr sur des cultures qui sont soumises aux aléas climatiques, je dirais plutôt au dérèglement climatique, puisque nous vivons ces années avec des aléas à répétition. Tous les ans, il y a un lot de surprises qui malheureusement a un impact direct sur nos cultures légumières, parce qu'on a des cultures qui sont à cycle très court et qui sont très très sensibles justement aux aléas climatiques. Et puis nous sommes sur des cultures en pleine terre, en plein champ, en plein air et bien sûr de saison. L'année 2022, on vous avait expliqué qu'on avait eu bien sûr une sécheresse qui avait handicapé nos cultures légumières. Je vous rappelle, en moyenne, on avait été en baisse de production de moins 6% par rapport à ce qui avait été prévu. Et puis en 2023, on a retrouvé des conditions, on va dire, plus normales, avec des conditions plus favorables pour produire. Et nous avons produit les quantités prévisionnelles, mais avec aussi un petit dérèglement climatique, une pression des aléas climatiques, notamment sur l'ouest de la France, où nous avons subi une canicule mi-juin et début septembre. Donc les cultures de pois et de haricots verts ont été légèrement handicapées, mais globalement, ça reste quand même une année 2023, une année favorable. Et puis 2024, vous avez bien vu ce qui s'est passé cet hiver, ce qui s'est passé ce printemps, où nous avons eu un hiver et un printemps très humides, très marqués par de fortes pluviométries, qui nous a fait retarder nos emblavements, les mises en culture, le respect des plannings, parce qu'on est sur des productions qui sont organisées, et quand la météo n'est pas favorable, ça nous désorganise. Donc c'est un peu compliqué. Alors, il est un peu trop tôt pour parler des conséquences que ça va engendrer. Bien évidemment, il y aura des conséquences. Maintenant, on va dérouler la campagne et on vous expliquera plus tard comment ça s'est passé et si vraiment il y a eu un impact. On est donc sur une activité agricole, vous l'avez compris, très exposée aux conditions climatiques et avec des évolutions de production. Donc sur le graphique, c'est très intéressant parce qu'on vous retrace là les 7 dernières années de production. Alors, avec les emblavements, les surfaces que nous mettons en place et avec les volumes que nous obtenons chaque année. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que depuis 7 ans, on a des surfaces qui sont légèrement en hausse, légèrement, pour des volumes qui sont plutôt en baisse. C'est-à-dire, c'est simple, il faut planter plus de surfaces de légumes pour obtenir les mêmes volumes, voire même un peu moins. Donc c'est bien un signe que nos cultures subissent des aléas qui ne leur permettent pas d'exprimer les potentiels qu'elles ont. Les surfaces semées, donc plus 2%, 73 000 hectares qui ont été donc cultivés en 2023. Les volumes récoltés, 862 000 tonnes, donc plus 1%. Et en bio, on a cultivé plutôt 4 700 hectares pour un volume récolté de 42 800 tonnes. Comment ? Alors c'est en baisse un petit peu, mais c'est surtout en baisse pour l'année. Là, je vous parle de l'année 2023. C'est en baisse alors très conséquente pour l'année 2024. Donc une année 2020. Oui. Oui, mais ça bouge en permanence. Et là, aujourd'hui, on a même, pour vous dire, on a des producteurs en bio qui, justement, ne vont pas semer ce qui avait été prévu parce que le printemps qui a été très humide a fait que les conditions d'emblavement ne sont pas bonnes. Et s'il y a des cultures qui demandent des conditions parfaites, ce sont bien les cultures en bio parce que voilà, ils ont beaucoup moins de leviers et de moyens pour pouvoir intervenir. Mais on vous donnera les chiffres l'an prochain. Mais il y a vraiment des baisses conséquentes. Donc l'année 2023, bien sûr, favorable, 862 000 tonnes de légumes
qui ont été récoltés. 40% sont destinés à la conserve, à la pertisée, et 60% au surgelé. Donc ça représente plus 7% par rapport à ce qu'on avait fait en 2022, qui était une année mauvaise, catastrophique en volume, et plus 1% en moyenne par rapport à la moyenne de 2018 à 2022. Donc vous voyez bien les rendements 2023, on est quand même légèrement en hausse, notamment sur les haricots, plus 5%, en pois, plus 3%. Par contre, en épinards, on est à moins 9%. Donc l'évolution des rendements par légumes, donc vous avez une répartition des hectares et par produit. 46% ce sont des pois, 33% des haricots verts, 5% des flageolets, 5% des épinards, 4% des carottes et 8% de tous les autres légumes. Juste un mot pour terminer. Je voudrais attirer votre attention justement sur les aléas climatiques à répétition, avec de fortes amplitudes de température, de fortes amplitudes de pluviométrie, de fortes amplitudes de canicule ou de sécheresse. Et nos cultures légumières étant très très sensibles à ces aléas, forcément font que on n'arrive pas toujours à respecter, alors bien entendu, les volumes, parce que le premier impact, c'est les quantités qu'on va récolter, mais il ne faut pas oublier que ça a un impact aussi direct sur la qualité des légumes que l'on va récolter. Et donc des légumes qui ne sont pas de qualité, ne sont pas conformes au cahier des charges pour pouvoir être transformés et être conservés, ce sont des légumes qui sont perdus. Donc c'est aussi simple que ça. Et ça, c'est très, très impactant. Vous connaissez bien sûr les pois, des pois tendres, c'est ce qu'on essaie de récolter au top de la qualité. Ils peuvent très rapidement se transformer en pois durs qui sont impropres à la consommation et qui ne sont pas donc transformés. Même chose pour les haricots verts. Les haricots verts, c'est encore plus flagrant, vous connaissez aussi. Des haricots verts tendres et juteux se transforment très très rapidement en haricots verts avec du grain et avec du fil, c'est-à-dire immangeables. Donc forcément, on a de plus en plus de problèmes au niveau de nos productions, justement sur la gestion des risques que l'on prend quand on emblave ces cultures, et puis après l'accompagnement des producteurs qui ont eu les problématiques. Donc on a une politique de risque, bien sûr, que l'on gère, mais c'est quand même très compliqué. On a des producteurs aujourd'hui qui se détournent de ce genre de production parce que ils estiment que le risque est beaucoup trop important. Voilà, donc malheureusement, je pense qu'on va vers une période où on va encore subir des aléas climatiques. Donc à nous, justement, d'essayer de trouver une façon de gérer et de maintenir nos producteurs. Merci beaucoup, Jean-Claude. Je crois on le sait, les années se suivent, mais ne se ressemblent pas forcément. Vous en avez l'illustration ici à travers finalement l'historique de ces 3-4 dernières années sur nos cultures. On a terminé en fait le point finalement sur l'évolution de notre environnement, la perception des consommateurs, la réalité des propriétés de nos produits, l'évolution de la consommation. Il nous semblait aussi important de profiter de ce rendez-vous pour partager avec vous finalement nos avancées concrètes dans le cadre des engagements que nous avons pris dans le cadre de notre démarche RSE. Il y a 3 ans, on lançait une démarche RSE qu'on appelle les légumiers de demain et sur laquelle Cécile Le Douaret va revenir à présent. Bien évidemment, lancer une démarche, c'est bien. La suivre et revenir régulièrement vers vous pour vous faire part des avancées concrètes que nous avons délivrées, ça nous semble tout aussi important et on va le faire sur 2 de nos engagements, plus particulièrement maintenant avec Cécile. Et bonjour à tous, donc c'est d'autant plus important qu'effectivement cette démarche a été lancée en 2022, mais en 2024 et pas plus tard que la semaine dernière, on accélère, on renforce nos engagements et donc la filière a pris et annoncé officiellement la mise en place de 2 nouveaux engagements dans notre socle de RSE. Donc rapidement, cette démarche en fait collective, donc c'est une démarche de responsabilité sociétale qui est construite par et pour les professionnels, donc producteurs et transformateurs de légumes, qui se sont d'ailleurs nommés de la même façon, donc tous légumiers, avec une démarche socle collective qui permet de s'accorder sur les défis prioritaires qui nécessitent une action commune, une dynamique qui va dans le même sens pour atteindre une filière qui soit plus durable
et viable sur le long terme. Donc aujourd'hui, 10 engagements chiffrés à atteindre d'ici 2027 et une feuille de route transparente qu'on partage avec vous maintenant régulièrement à l'occasion de nos prises de parole, de manière à vous montrer comment on avance, quelles sont éventuellement nos difficultés et les résultats qu'on obtient. Concrètement, cette démarche, et vous allez le voir, elle nous permet aujourd'hui une meilleure compréhension de la part de notre environnement, à la fois de notre filière, mais aussi de nos besoins. Et donc, elle porte déjà ses fruits aussi au-delà des actions que l'on porte par nous-mêmes, mais dans l'adhésion que l'on génère à l'extérieur de notre filière avec nos parties prenantes pour nous accompagner et renforcer les moyens pour réussir les paris qu'on s'est fixés. Je ne vais pas tous les détailler, mais je vous remets, vous l'avez dans votre dossier de presse, le socle de ces 10 engagements qui sont structurés en 3 axes. Le premier autour de la préservation des ressources naturelles, et puis Jean-Claude l'a bien dit, aussi des enjeux autour de l'adaptation au changement climatique. Le second autour de la valorisation du travail de tous les acteurs qui passe par une rémunération juste, une attractivité de nos métiers, mais aussi la valorisation et le renforcement de l'origine France. Et puis le dernier axe de performance autour de la production de légumes qui soient bons, sains, locaux et qui répondent aussi toujours au plus près aux attentes de nos clients. Donc évidemment la traçabilité, évidemment on vient de le voir aussi les enjeux nutritionnels et donc pour nous un enjeu aussi à être transparent et à faire connaître les qualités nutritionnelles de nos produits via le Nutri-Score. Et puis un dernier point sur tout ce qu'on peut faire pour réduire et décarboner nos activités à l'amont et à l'aval de manière à éviter de contribuer davantage au réchauffement climatique. On va faire un focus sur l'utilisation et la réduction des phytosanitaires de synthèse et donc sur nos avancées en la matière. Sachez déjà qu'on s'est fixé à 2027 un objectif ambitieux d'avoir 100% de nos parcelles qui ont recours à au moins une pratique alternative aux phytosanitaires de synthèse. Sans tout détailler, nous avons déjà des résultats sur le terrain. Et donc je peux vous citer par exemple notre culture d'oignons qui aujourd'hui permet d'afficher des scores de jusqu'à 75% de réduction d'herbicides sur nos parcelles, de par le recours en fait à des nouvelles technologies qui nous permettent de mieux cibler l'application de ces herbicides et donc du coup d'en réduire l'usage et l'impact. Voilà. On a aussi énormément de développement autour du désherbage mécanique et du recours au biocontrôle. Et l'ensemble de nos cultures sont concernées. On est très actifs dans la recherche. Et donc, c'est le point. On doit aujourd'hui s'accélérer. Pourquoi ? Parce que 99% de nos usages sont menacés. Alors, un usage, c'est un terme technique pour décrire en fait une problématique sanitaire. Un bioagresseur qui attaque ou atteint une culture est un usage. Nous avons 190 usages aujourd'hui sur l'ensemble de nos cultures légumières. 77 sont prioritaires. Si on n'arrive pas à les maîtriser, on ne saura plus demain produire en France, sur tout ou partie du territoire, ce légume. D'accord ? Sur ces 77, on en a 99 qui sont menacés et 70% par ailleurs de nos substances actives actuellement utilisées sont menacées de retrait à 3 ans. Donc notre filière danse un peu techniquement au bord du précipice. Et donc pour ça, on accélère la recherche, on accélère les moyens. Aujourd'hui, 3/4 de nos moyens de recherche collective sont consacrés aux méthodes alternatives de protection des cultures. Nos professionnels ont aussi augmenté de plus de 20% depuis 2021 les moyens collectifs qui mettent au bénéfice de notre interprofession et du coup de nos activités techniques en particulier. Et puis, je vous l'ai dit, on a un soutien, un accompagnement des parties prenantes extérieures qui s'est renforcé et donc un soutien sans précédent des politiques publiques en faveur de notre filière, avec notamment à noter le plan de souveraineté fruits et légumes qui vient de nous accompagner depuis 2023 dans nos activités et depuis 2024, le plan d'anticipation des risques de retrait de substances actives au niveau européen et de développement des alternatives, donc qui est engagé dans la politique éco-phyto. Ces 2 plans, je vous donne 2 exemples de soutien concret que nous obtenons et qui permettent d'accélérer la recherche et la transition agroécologique de nos pratiques. Aujourd'hui, nous sommes un des 2 premiers projets lauréats du PARSADA, donc, que je vous ai détaillé en haut dans la définition complète. Et ce plan, cette politique publique a pour objectif de permettre de faire face justement au retrait de substances actives au niveau européen. Et donc nous avons la chance de bénéficier d'un soutien complètement inédit au bénéfice de nos cultures légumières pour aborder la question de la gestion de l'enherbement de nos cultures, qui est un sujet sanitaire et un sujet technique économique majeur. Et donc voilà, qui va se mettre en œuvre dès cette année pour 5 ans pour travailler
à des techniques alternatives permettant de substituer aux herbicides actuels. De l'autre côté, l'accompagnement des transitions, ça n'est pas que de la recherche. Il ne suffit pas d'avoir trouvé des solutions techniques pour qu'elles se déploient dans la pratique. Il faut aussi accompagner les acteurs, les producteurs, les organisations de producteurs. Et il faut aussi les accompagner dans les investissements en nouvelles technologies, en nouveaux équipements, en nouvelles formations qui sont nécessaires pour adopter ces nouvelles pratiques. Concrètement, aujourd'hui, on a 102 millions d'euros qui sont disponibles via différents guichets aux professionnels producteurs et organisations de producteurs de nos filières pour cofinancer les investissements en agroéquipement. Voilà, deuxième exemple, renforcer la souveraineté alimentaire et valoriser l'origine France. Donc là-dessus, on s'est fixé l'objectif de 50% des achats à domicile labellisés Origine France. Donc Laurence l'a très bien dit, on a 93% des légumes transformés en France qui sont issus de la production française. Nos légumes sont récoltés et mis en boîte ou en sachet dans les 5 heures qui suivent leur récolte. Et aujourd'hui, on s'est engagé clairement sur la mise en place et le déploiement du logo Fruits et légumes de France pour faire connaître aux consommateurs les légumes français et leur permettre, les inciter à l'achat. En l'occurrence, on a plutôt raison de faire ça, puisque l'enquête CSA a aussi montré que ce logo, aujourd'hui, il est reconnu par près de 60% des Français, avec une progression aussi de son niveau de reconnaissance, qu'il est incitatif à l'achat pour 3/4 des Français et que 2/3 se déclarent même prêts à payer plus cher pour ce logo. Voilà. Cette dynamique de reconquête de la production et de la transformation d'Origine France, elle est aussi accompagnée politiquement, donc via le plan de souveraineté fruits et légumes. Et donc là, sans rentrer dans le détail, vous avez sur la slide ce que ça veut dire concrètement pour notre filière en termes d'ambition. Ça veut dire à l'horizon 2030 de développer de 83 000 tonnes la production transformée, de manière à développer de 5 points le taux d'auto-approvisionnement, qui est aujourd'hui à 40%. On produit en France aujourd'hui 40% des légumes que l'on consomme. Et on entend atteindre 45% à 2030. Et on entend aussi dans le même temps, et je pense que c'est beaucoup l'objet de la conférence d'aujourd'hui, réaugmenter et redévelopper la consommation auprès notamment des petits consommateurs. Donc là aussi de 5 points. Et donc ces deux ambitions nous amènent à partager l'ambition de redévelopper nos capacités de production et de transformation de 83 000 tonnes. Voilà. Je vous remercie et je laisse Cyril conclure. Merci Cécile. Alors nous avons conscience que c'est un contenu riche qu'on vous livre. Bien évidemment, vous en avez tout le détail dans le dossier qui vous est remis. Mais il nous semblait important de faire ce point à la fois de conjoncture et puis de vous donner un petit peu des informations concernant nos catégories. Sans se risquer à un résumé de ce qu'on vient de se dire, juste en conclusion, rappeler les points clés. On voit qu'on a quand même, avec les légumes en conserve et les légumes surgelés, on est sur des catégories de produits qui bénéficient d'une bonne image. C'est très clair, c'est conformé, c'est même c'est confirmé, pardon, et c'est même en progrès dans l'étude qui vous a été partagée, l'étude CSA. On est sur des profils nutritionnels qui inévitablement renforcent la pertinence du développement de la consommation de ces catégories par les consommateurs, qui ont en plus rendu tout à fait possible par une accessibilité prix qui les rend accessibles au plus grand nombre. Et puis, vous l'avez vu, cette filière, elle avance. Vous avez vu les projets, les engagements sur lesquels, effectivement, nous travaillons. Vous avez eu des exemples concrets de mise en œuvre de ces engagements pour pouvoir favoriser les transitions nécessaires au développement d'une filière durable. Il est à noter que dans cette transition, nous bénéficions également du soutien des pouvoirs publics. On a eu des exemples ici à travers l'initiative du plan de souveraineté alimentaire fruits et légumes, le PARSADA qui a été mentionné également, qui nous permet d'accéder à des moyens concrets pour pouvoir justement réaliser cette transition. C'est tout simplement la rencontre en fait d'une politique et d'une démarche de filière responsable, mais aussi d'une politique agroalimentaire, agricole volontariste de la part du ministère. Bien évidemment, nous, ce qu'on souhaite, c'est continuer à développer la consommation de ces catégories qui sont en fait, qui sont particulièrement bénéfiques, bien évidemment, à la consommation des Français, au bien-être des Français, mais aussi à tous nos territoires, puisqu'on reste sur des filières intégralement françaises, vous l'avez vu, tant dans leur production
que dans leur transformation. Et donc c'était tout le sens des messages qu'on cherchait à vous passer aujourd'hui. Et maintenant, nous nous tenons complètement à votre disposition pour pouvoir continuer à échanger, répondre aux questions que vous pouvez avoir ici pour ceux qui sont avec nous en physique, mais également pour les personnes connectées et qui sont connectées, et elles ont la possibilité de poser des questions en ligne avec Arnaud, qui se fera leur porte-voix. Voilà, nous sommes avec votre disposition, avec l'ensemble des équipes de l'Unilet. Oui, bonjour, Virginie Monvigné pour le groupe EBRA. Vous avez parlé de 93% des légumes transformés en France qui sont issus de la production française. Et les fruits? Point d'interrogation. Alors, nous ne gérons pas les fruits et je n'ai pas les données sur les fruits, pour être honnête avec vous. Je suis un petit peu embêté, mais on peut probablement avoir accès à certaines données, mais pas ici. Oui, bonjour, Gérard Lepuy, l'humanité.fr. Il y a combien d'entreprises de transformation qui adhèrent à la structure, à l'interprofession Unilet, d'une part, et d'autre part, est-ce que la firme Bonduel en fait partie? Alors, toutes les entreprises de la filière adhèrent à Unilet, donc 100% des organisations de producteurs et 100% des entreprises. Et Bonduel, oui, est un adhérent de l'Unilet, enfin, adhérent de la FIAC. Et combien donc 11, 10, on est... 9 entreprises adhérentes. Non, on me dit dans le micro plutôt 10, mais... Bonjour, Olivier Masbou, agence Socopag. Par rapport à l'origine France, quelle est la part de produits importés pour les fruits, les légumes, pardon, les légumes transformés en conserve surgelée, et à la suite, pourquoi c'est si difficile de développer le logo Origine France? Alors, la part, vous l'aviez dans les informations qu'on vous a données, à 93%, les légumes qui sont travaillés par cette filière sont cultivés en France. Les 7% restants, ça va être soit parce qu'il y a eu un vrai problème sur une récolte, sur une variété à un temps donné, soit parce qu'on va travailler, et c'est très marginal, vous le voyez bien, 7%, en fait des légumes qui ne sont pas complètement forcément affines avec le territoire national à un certain moment de l'année. Parce que j'essaye de comprendre, vous êtes à 25%, 26% de part de légumes transformés avec le label Origine France en magasin, c'est ça? Oui. Alors que vous êtes à presque 100% de produits. Donc comment vous passez, pourquoi c'est compliqué de monter? Parce que c'est la part des achats. Donc en fait, donc il y a de l'import. Donc on a 40% d'auto-approvisionnement aujourd'hui en France. Donc ça veut dire que dans ce que les Français consomment en légumes, il n'y a que 40% qui est produit et transformé en France. D'accord. Quand on parle des 93%, c'est les productions destinées à l'industrie, enfin plutôt nos sites industriels transforment à 93% de la production d'origine France. Donc les sites qui sont présents en France transforment de la production française. Mais après, les consommateurs, les marchés importent. Et en l'occurrence, on a une balance commerciale qui s'est creusée par 4,2, vous l'avez bien dans votre dossier de presse, en 20 ans. Et on a seulement 40% de la part de légumes consommés en France qui est issue d'origine France. Donc quand vous avez 26% des achats avec le logo, vous voyez l'effort de nos entreprises pour déployer le logo. En plus, et ça sera un détail technique, on est bien sur le logo fruits et légumes de France. On a un certain nombre de MDD, c'est important sur nos produits, les MDD, qui utilisent un logo d'origine France, mais qui n'est pas le logo fruits et légumes de France. Et donc, en fait, on a une part encore plus importante de produits qui affichent bien l'origine et la transformation française, mais qui ne passent pas par ce logo. Et c'est un sujet pour nous de réussir statistiquement demain à remonter aussi l'information sur ces catégories-là. Mais voilà, donc en réalité, le 26, il est en dessous de la réalité de ce qui est transmis aux consommateurs, puisque tous les MDD qui font de l'origine France, généralement, l'affichent. Voilà. Donc, mais on ne pourra jamais, enfin, pour l'instant, monter plus qu'à 40. Votre question est très pertinente. Ça permet de vraiment renforcer le point de clarification qui vient d'être fait par Cécile. C'est que nous représentons la filière française de production et de transformation de légumes en conserve et surgelés. Nous ne représentons pas 100% des ventes réalisées en France, qui, elles, incluent effectivement des produits importés, tout comme notre filière exporte également, notamment majoritairement vers l'Union européenne. Oui.
Pardon, c'était pour rebondir sur la question, j'ai pas bien compris si vous avez répondu sur Origine Info, le nouveau label lancé par le gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, on a l'impression qu'on a une foire au label. Le gouvernement a essayé de un peu clarifier ça. Mais vous maintenez votre label? Comment ça se passe? Alors le logo Légumes de France, je pense qu'il date déjà depuis 2017. Donc c'est une initiative effectivement antérieure à la démarche Origine Info à laquelle vous faites référence. Donc la démarche Origine Info, c'est une démarche qui est en cours de travail, qui a fait l'objet d'un communiqué par le cabinet d'Olivia Grégoire récemment. En fait, nous sommes partie prenante à travers le syndicat des industriels transformateurs. Donc les industries et les entreprises industrielles qui font partie de l'Unilet sont également membres en fait, de Pactalim, qui fédère un certain nombre d'entreprises de TI et de PME de l'agroalimentaire. Et aujourd'hui, Pactalim s'est engagé dans le pilote justement de la mise en place de la démarche Origine Info. Donc il n'y a absolument pas de conflit entre les deux démarches. Après, ce sera au choix de chacune des entreprises adhérentes de mettre en place le test dans les modalités qui lui conviendront ou pas. Mais nous, on est complètement solidaires de la démarche Origine Info à travers notre appartenance au syndicat Pactalim. Alors aujourd'hui, on n'a pas fait le choix de savoir s'il fallait désormais supprimer le logo Légumes de France. En fait, soyons clairs, pour nous, c'est important de pouvoir signaler l'origine de la production française de nos catégories. Si demain ou après-demain, les évolutions réglementaires ou les tests qui sont en cours de réalisation avec Origine Info devaient poser la question de la substitution ou pas, on évaluerait la situation. Aujourd'hui, c'est clairement prématuré. Hein. On parle d'un test pour Origine Info, et selon les modalités qui lui permettront de se déployer, on évaluera à ce moment-là. Mais il n'y a aucune, alors, il n'y a pas de foire au logo encore, et puis il n'y a aucun conflit dans les deux démarches. Hein. Juste une question aussi. Oui, bonjour, Pierre Lagrange. On a une population grandissante de consommateurs de nourriture végane. Ces gens pensent qu'il y a tout dans le plat, dans le truc. Est-ce que ça a une incidence sur la consommation de légumes à ce niveau-là? Alors, je crois la question est le développement de la tendance alimentaire végane influe-t-elle sur le développement de nos catégories? Oui, ou la consommation surtout. Ou la consommation. Alors, je peux juste vous dire qu'aujourd'hui, on reste sur des phénomènes encore assez limités en France. Il me semble qu'on a moins d'1% de véganes, moins de 4% de végétariens. Vous pouvez confirmer, docteur? Il y a à peu près 1 à 2% de véganes et 4 à 5% de végétariens. Le végétarisme monte, c'est sûr. Les flexitariens aussi, qui sont des gens qui optent pour une alimentation raisonnée, raisonnable. Ils mangent un petit peu de tout. Il faut attention à leur consommation de viande ou de poisson, mais ils en mangent quand même un petit peu. Et puis, à la différence des végétariens, qui ne mangent ni viande ni poisson, mais qui mangent des œufs, des produits laitiers, et évidemment, qui mangent beaucoup de végétaux, alors que les véganes ne mangent que des végétaux, c'est-à-dire légumes, fruits, céréales et produits céréaliers. Évidemment, nous, nutritionnistes, on n'est pas du tout d'accord avec le véganisme parce que c'est une alimentation extrêmement déséquilibrée. Hein, même si c'est très bon pour la santé, les légumes, néanmoins, chaque aliment est complémentaire de l'autre et nous sommes des omnivores et nous avons besoin un peu de tout pour être en bonne santé. Donc je comprends que ça n'impacte pas beaucoup la consommation de légumes. Moi, j'avais deux questions. Alors, déjà, sur la baisse de la consommation, je n'ai pas compris quelles sont les causes, selon vous. Et deuxième chose, pour la part d'importation, notamment dans le caddie des Français, des produits importés dans le caddie des Français, est-ce que c'est en question, c'est vraiment parce que ce qu'on produit en France ne suffit pas, ou il y a l'enjeu prix aussi? Qu'est-ce qui fait que seulement 25% des boîtes et surgelés achetés français, labellisé français? Alors sur les deux questions, la première, en fait, sur la baisse de consommation, elle est légère. Hein, vous avez vu, c'est entre -2,4 pour les surgelés,
-3 pour les légumes en conserve. On est dans la tendance en fait aujourd'hui des marchés de grande consommation, des marchés alimentaires, des marchés épicerie. On s'aperçoit qu'avec les phénomènes d'inflation et de crise du pouvoir d'achat, il y a quand même eu un recul d'une façon générale des consommations de produits alimentaires en France. Donc on est dans cette tendance-là. On n'est pas au-delà de cette tendance, mais on suit cette tendance-là. C'est pour ça qu'on pense que voilà, on a du potentiel de croissance compte tenu de tout ce qu'on a présenté. Et pour ce qui est des imports, en fait, ce sont souvent en fait des légumes en fait qui sont alors on peut parler par exemple des légumes du soleil en fait, hein, c'est-à-dire que par exemple une grosse partie en fait des importations de légumes surgelés en fait c'est des légumes qu'on va appeler des légumes du soleil, donc ce qui va être à base de produits qui poussent notamment en Espagne avec des aubergines, des courgettes, des tomates, voilà, qui sont des produits sur lesquels effectivement on a une production qui est plus importante et qui est aussi sans doute de meilleure qualité d'un point de vue, on va dire, conditions de météo. Donc voilà, on a une part de ces produits-là. Ce qu'on essaye de faire en fait au niveau de la filière, et ça c'est important, c'est de relocaliser autant que possible en fait la production en France, que ce soit, et ça c'est le travail des transformateurs, hein, vraiment de faire ce travail-là. On peut parler des légumineuses. On parlait tout à l'heure de flexitarisme. On voit quand même que la recherche de protéines végétales permet de développer en fait la consommation des légumineuses. En tant que transformateurs, les uns et les autres, on travaille à relocaliser en fait, que ce soit par exemple les lentilles, la production de lentilles et la transformation de lentilles, de haricots rouges, de produits comme ça, de pois chiches en France. Et ça, c'est un travail qu'on fait main dans la main puisqu'on travaille en filière entre les industriels et les producteurs pour assurer en fait une pérennité à la fois de la production et de la transformation et de la consommation. Je vais me permettre d'apporter 2 compléments. Le premier, c'est que le petit pois est aussi une belle légumineuse. Et donc voilà. Et pour préciser, en fait, sur les légumes, il faut voir qu'on va aussi en exporter. On est aussi un exportateur net sur certaines catégories de légumes. Parce qu'en fait, quand on va chercher, vous l'avez vu, le légume en conserve et surgelé, un des facteurs d'achat, vous l'avez vu, le prix est très important. Le meilleur moyen de produire des légumes pas chers, c'est de les faire en saison, en plein air, en pleine terre, dans les bassins de production qui sont les plus accueillants aux conditions de production du légume. Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'on est un territoire très accueillant pour une grande catégorie de légumes, donc les nôtres, le petit pois, le haricot, le chou-fleur, voilà. Et à l'inverse, on est aujourd'hui moins bien placé que certains pays européens pour l'aubergine, voilà, des légumes un peu méditerranéens du soleil. Donc c'est pour autant, le consommateur va vouloir retrouver tous ces produits à un moment donné dans son assiette, mais le consommateur qui va se retrouver ailleurs en Europe va souvent se retrouver aussi avec du petit pois français, par exemple. Donc voilà, il y a des échanges au sein de l'Europe et je pense que la souveraineté, il faut sans doute aussi l'envisager à l'échelle européenne. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Je voulais savoir, vous nous avez présenté donc les chiffres 2023, je le comprends, mais est-ce que les achats, la consommation, je veux dire, en 2024, on a quand même quelques mois derrière nous, et puis vous avez aussi de votre côté des chiffres. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu la tendance, et est-ce que vous vous êtes rendu compte aussi, là je parle plus en termes qualitatifs, par exemple, est-ce que l'an dernier il y a eu des modifications sur les types d'achats, peut-être vers des légumes, disons, plus MDD, plus petit format, ce genre de choses, que ce soit en conserve ou en surgelé. Est-ce qu'il y a eu quelque chose que vous avez remarqué de ce côté-là, comme ça s'est fait dans beaucoup d'autres domaines de produits en grande distribution et ailleurs d'ailleurs? Sur les tendances 2024, nous, on n'a pas les données à l'Unilet. Après, à travers nos activités, on a quand même une lecture des marchés. On est sur des tendances qui sont toujours en recul, mais moins marquées. On avait des chiffres de 3% sur la conserve là. Les tendances à court terme sont quand même moins marquées. Mais comme l'ensemble, on va dire, des catégories alimentaires, produits de grande consommation, comme le soulignait Nicolas Facon, c'est-à-dire qu'on a plutôt un effet moins marqué en recul, mais en léger recul toutefois. Sur les changements de consommation, en fait, finalement, on a toujours 2 effets croisés. On a l'évolution du changement du consommateur, la demande, et l'évolution de l'offre. Et vous l'avez vu, selon les bonnes et les mauvaises années, les impacts météorologiques dans une région ou d'une autre,
On a aussi tout autant d'effets d'offre parce que l'année, on a un petit peu moins de poids que prévu et un petit peu plus d'un autre légume. En fait, on va proposer en magasin, on va proposer en promotion, on va en fait avoir des politiques commerciales notamment pour les différents acteurs qui vont faire évoluer aussi l'offre. Donc, mais pas de grande révolution en fait sous l'effet des différentes crises Covid inflationnistes passées sur le type de consommation. Vous aviez un point sur le développement de la marque distributeur qui lui a été notable sous l'effet, on va dire plutôt inflationniste. Et ça, c'est aussi également finalement une tendance généralisée sur une grande partie des catégories alimentaires. Mais je dirais, une fois de plus, tout à fait conforme à la moyenne de ce qui se passe à peu près partout sur les autres catégories. Oui, pour ajouter un point, on est quand même sur des offres, vous avez vu, qui sont extrêmement accessibles. Hein, et donc ça, c'est quand même le point majeur de nos catégories. Ce qu'on a pu noter, et on l'évoquait tout à l'heure sur la partie production, c'est vrai que la part du bio a reculé, puisqu'effectivement, en fait, on est sur des offres valorisées. Donc le légume bio n'échappe pas en fait aux autres catégories bio. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on est quand même sur... on va dire c'est plutôt une correction, hein, puisque aujourd'hui on est sur des volumes en fait d'achats qui sont à peu près au niveau de l'année 2019. Donc voilà, donc c'est pas un effondrement de la consommation du bio, c'est plutôt un léger recul. Et si on regarde là, les derniers chiffres, on s'aperçoit que la consommation de bio se stabilise en fait. Donc voilà, donc il y a une correction qui a eu lieu après le Covid et puis avec les phénomènes inflationnistes. Donc on a ce léger effet là, mais c'est voilà, on n'est pas sur un effondrement de la production. Maintenant, de la consommation. Maintenant, c'est vrai que, et c'est tout l'art de notre métier en fait en filière, hein, c'est qu'on est vraiment dans une filière production transformation. On ne produit que ce qu'on est capable de vendre, et donc c'est toujours ces phénomènes d'ajustement où on travaille vraiment main dans la main entre les transformateurs et les producteurs pour être capable de mettre en culture ce qu'on va in fine transformer et vendre auprès du consommateur. Donc c'est pour ça que quand il y a un léger recul ou tassement de la consommation bio, évidemment, notre rôle, c'est d'accompagner en fait les filières de production bio pour que dans la durée, en fait, on assure un débouché valorisé à nos producteurs de légumes et bio en particulier, parce qu'on est sur des engagements, vous le savez, hein, quand on se met à l'agriculture bio et la culture de légumes bio, on ne le fait pas d'une année sur l'autre, on le fait c'est vraiment une démarche sur 10 ans ou sur 15 ans. Donc voilà, donc c'est aussi notre rôle en tant que filière d'accompagner les producteurs au gré des modifications ou des évolutions de consommation. Oui, pardon. J'ai une question concernant la géographie. De Gaulle nous disait à l'époque, le problème de la France en agriculture, c'est qu'on est en concurrence d'un côté avec les pays du nord de l'Europe et de l'autre avec les pays du sud de l'Europe. Mais la météo change. Mardi, on a rencontré des viticulteurs du sud-ouest et du sud. Ils disaient, dans quelques années, on aura les climats tempérés qui sont équivalents à ceux de l'Espagne. Donc, est-ce que vous allez aussi faire évoluer vous êtes très axé sur certains légumes. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont se rajouter dans vos productions futures? C'est un vrai sujet. En fait, Nicolas l'a très bien évoqué. Il a parlé des légumineuses et on a exactement le même type, donc en relocalisation, et on a aussi des opportunités. En fait, le changement climatique, c'est vrai qu'aujourd'hui on le voit sous l'angle souvent des contraintes et elles sont nombreuses, mais il y a aussi des opportunités effectivement sur certains bassins avec des conditions qui qui permettent d'envisager des cultures qu'on ne pouvait pas envisager avant en France. Et donc effectivement, là on est plutôt dans un travail de bien stabiliser en fait ces perspectives pour pouvoir voir et faire des essais pour voir si on peut raisonnablement imaginer voilà, et à partir de quand relocaliser ou localiser certains légumes qui traditionnellement étaient plus faits dans le sud de l'Europe. Mais tout à fait, c'est tout à fait le sujet et complètement d'actualité et pour de nombreuses cultures en fait. En réalité, les agriculteurs s'adaptent en permanence justement à l'évolution des règlements climatiques et ils essaient de trouver des solutions justement pour pallier. Alors effectivement, il y a des productions qui bougent légèrement, mais après, c'est pas non plus... c'est à la marge, hein, ça ne représente pas beaucoup de modifications. Mais nous avons, en tant que producteurs, toujours le souci de trouver des solutions quand il y a des problèmes qui se posent à nous.
Oui, je ne me suis pas présentée, pardon, Floriane Finet de Contexte. En lien avec les questions qui ont été posées, vous avez parlé de risques climatiques accrus. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour accompagner les producteurs face à la multiplication à venir des aléas? Et est-ce que sur le bio, vous avez des dispositifs de soutien aux producteurs sur la durée? Et ma troisième question, c'était sur la question de la décarbonation de la filière. Est-ce que vous avez déjà travaillé là-dessus? Je pensais notamment à la question de la conservation des produits surgelés, qui sont très consommateurs, je pense, d'électricité. Alors moi, je vais répondre sur les effets des aléas climatiques. Effectivement, on y travaille constamment, on s'adapte, on trouve des solutions pour justement accompagner, si nécessaire, les producteurs qui ont traversé un problème particulier lié justement à cette évolution climatique. Nous recherchons aussi les nouvelles technologies qu'on va pouvoir mettre en application. Cécile en a parlé tout à l'heure, mais on n'est qu'au début. On est persuadé qu'on va trouver des alternatives, on va trouver des solutions demain qui seront fiables et qui donneront satisfaction, sauf qu'on n'est qu'au début de cette mutation, de cette transition de l'agroécologie. Donc les choses ne vont pas se faire à la vitesse du numérique. Et c'est un peu le problème qu'on a avec la société, c'est-à-dire que le monde agricole vit toujours, lui, sur un pas de temps, avec des saisons, avec des cycles, avec des... Voilà. Et la société, quant à elle, elle vit forcément à l'ère du numérique où tout va très vite, il suffit de cliquer, puis on passe à autre chose. Donc on va trouver des solutions, on accompagne. Le souci que l'on a, c'est justement de trouver la bonne organisation pour pouvoir accompagner les producteurs. On le fait en lien avec nos industriels, parce que tout seul, de toute façon, on ne peut pas. Et on se doit de trouver donc des gestions de risques sur ces cultures acceptables par les producteurs, parce que ce que l'on craint le plus, c'est qu'à un moment donné, si justement on n'accompagne pas, ou si on n'est pas en accompagnement suffisant, un certain nombre de producteurs vont se détourner de nos productions et vont aller faire de la grande culture, enfin faire autre chose. Et ça, c'est notre souci. Donc on met tout en œuvre pour préserver et garder nos producteurs. Pour apporter un complément sur la question climatique, en fait, on a un accompagnement technique des producteurs. C'est un vrai sujet aujourd'hui, donc avec des programmes de recherche pour chercher des stratégies soit d'adaptation, soit d'évitement des problèmes que génère le changement climatique. On a notamment sur le pois, qui est une de nos cultures les plus sensibles aujourd'hui aux évolutions climatiques. On cherche à décaler, à avancer en fait la mise en culture du pois par rapport à la saison classique, puisque les printemps sont plus doux et arrivent plus tôt. En fait, l'idée, c'est de mettre en terre plus tôt, de façon à éviter les périodes très sèches et très chaudes qui coûtent cher au pois. Voilà, donc là, on est dans la recherche. Et puis, il faut qu'on aille très vite pour trouver les solutions d'adaptation au changement climatique. Mais c'est vrai que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a une vraie organisation collective dans la filière, les producteurs. Donc, on est sur une production qui est 100% contractualisée, avec plus de 90% des producteurs qui fonctionnent aussi en organisation de producteurs. Et du coup, de ce fait, il y a aussi une collectivisation aussi des risques qui est faite. Et donc, c'est une notion qu'a mis en avant Jean-Claude. Cette gestion des risques en dialogue avec l'industriel, elle est très importante et elle est vraiment source de sécurisation. Elle est liée à un marqueur important, c'est que nos cultures sont des cultures de diversification. On est dans des systèmes de polyculture. Et nos cultures légumières vont revenir tous les 5 à 8 ans sur une parcelle. On représente en général seulement 5 à 15% d'un assolement d'un agriculteur. Un agriculteur peut décider du jour au lendemain, c'est ce que disait Jean-Claude, d'arrêter le légume. Il n'est pas dépendant du légume. À l'inverse, un industriel, il peut sur le long terme se désinvestir ou pas de certains bassins de production, mais sur le court terme, il a des outils industriels qui doivent être alimentés. Et donc, il y a une implication très forte des producteurs de ce fait dans leur territoire de production pour se soucier de la pérennité et de la faisabilité technique des itinéraires de production chez les producteurs. Et le fait que la production soit très technique, soit très pointue et nécessite une organisation précise, on ne vous a pas fait les calendriers de campagne, mais vous imaginez bien qu'une usine, on ne vient pas au petit matin avec une remorque de haricots verts en disant voilà, mes haricots verts, ils étaient prêts. Il faut alimenter une usine jour par jour et ça se programme. Donc ça demande une énorme organisation entre producteurs
et avec l'industriel. Et donc, dans le cas du changement climatique, finalement, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur cette organisation collective et sur cette préoccupation de filière qui est vraiment là, entre les producteurs et les industriels, pour se demander comment on s'adapte à ça. Et on a déjà les organisations qui sont présentes et cette notion de gestion du risque et de partage du risque qui est présent dans la filière. Ça ne veut pas dire qu'on a toutes les réponses, mais en termes de... Voilà, ça veut dire qu'il y a des schémas financiers, il y a des schémas techniques, il y a des schémas des organisations humaines qui sont déjà en place et qui nous donnent aujourd'hui une chance d'avoir un peu de répondants sur ces questions-là. Et sur la deuxième partie de la question, je vais laisser Cyril répondre. Quelle autre partie ? C'était pour toi, ça je me souviens, mais le bio, oui. C'était le soutien. Producteur bio ? Alors particulièrement, je n'ai pas de réponse sur le soutien aux producteurs bio. Peut-être Jean-Claude alors, est-ce que sur les producteurs ou Nicolas ? Alors, sur les producteurs bio, j'ai répondu en partie. Bien évidemment, on a un accompagnement auprès de ces producteurs. Et sur des périodes un peu compliquées comme on a vécu entre 2023 et 2024, on a bien sûr une diminution des surfaces emblavées et on leur propose des alternatives sur d'autres productions pour justement éviter de perdre ces producteurs et de faire en sorte qu'ils décrochent et qui se reconvertissent au conventionnel. Donc, c'est des gens qui sont engagés sur du long terme, sur une dizaine d'années, une quinzaine d'années, voire toute leur vie, pour certains. Et donc, nous devons de les accompagner. Il faut quand même savoir que pour construire cette filière bio, en ce qui nous concerne, moi je suis en Bretagne, nous avons mis une douzaine d'années pour construire la filière. Et on ne peut pas la laisser se détruire en 1 an ou 2. Ce n'est pas possible. On met 12 ans à construire et en 2 ans, on démolit. Donc ça c'est pas acceptable. Donc, bien sûr, on est à côté de nos producteurs. Maintenant, on espère, comme tout le monde, que le marché va se retourner et puis qu'on va retrouver une situation, on va dire, plus dans la norme que ce qu'on a connu depuis 1 an et demi, 2 ans. Mais on accompagne les producteurs, c'est certain. Financièrement, oui. Avons-nous des questions en ligne également ? Non ? Il en reste une. Sur Egalim, je ne sais plus si vous êtes dedans ou pas dedans. Donc je voulais savoir si vous aviez en tout cas des demandes d'évolution du dispositif. Et je voulais savoir si vous aviez des problèmes d'irrigation dans vos régions. Enfin, je pensais peut-être plus au sud-ouest, en lien aussi avec le changement climatique. Et si vous aviez des demandes aussi en matière d'évolution de la réglementation. Sur Egalim, alors oui, on est soumis au dispositif légal Egalim et aux différents dispositifs qu'il y a pu y avoir depuis les États généraux de l'agriculture, puisque les différentes lois Egalim ont été finalement la conséquence des États généraux de 2017. Nous, on pense que ça va dans le bon sens, puisqu'encore une fois, on parle de souveraineté alimentaire, mais quand on dit souveraineté alimentaire, il faut bien comprendre que ça nécessite à la fois une souveraineté agricole et une souveraineté industrielle. Encore une fois, pour que les agriculteurs puissent vivre de leur métier, il faut qu'il y ait un industriel et un transformateur qui va finalement valoriser et offrir un débouché en fait, à la fois en volume et en prix à ces productions-là. Donc on a besoin de ces deux pans-là. Et en fait... alors, on ne va pas rentrer dans le détail et la complexité d'Egalim, mais un des grands apports, ça a été quand même la sanctuarisation en fait, de la part de matières premières agricoles en fait, dans le prix. Et ça a été... Alors, il n'y a pas de dispositif parfait, il n'y a pas de loi parfaite. On sait bien qu'après, il y a la vie de tous les jours. Mais en tout cas, c'est un progrès notable qui a été fait. Et donc, effectivement, tout ce qui a concouru et tout ce qui concourt, encore une fois, à soutenir le revenu agricole et donc la souveraineté agricole et industrielle va dans le bon sens. Bon, écoutez, on parle d'un Egalim 4, ce qui n'est pas tout à fait juste d'ailleurs. Donc là, je pense qu'avec ce qui s'est passé depuis dimanche, je pense que ça... Voilà, on reprendra les discussions en temps voulu avec une fois que les élections seront passées. Mais en tout cas, ces dispositifs, voilà, c'est encore une fois, c'est des dispositifs qui sont évolutifs, qui nécessitent des ajustements. Voilà, et ça fait partie, on est partie prenante de ces discussions-là avec à la fois le monde agricole, les transformateurs, les distributeurs, les pouvoirs publics, les parlementaires, effectivement, pour essayer d'ajuster au mieux en fait, ces dispositifs-là. Et déjà, pour ce qui existe, une très bonne application au sein de notre filière et ça a plutôt été apprécié.
Sur l'irrigation, je vais laisser Jean-Claude compléter, mais oui, en lien avec le changement climatique, finalement, on a évidemment des besoins en eau. Sans eau, pas de légumes. Je pense qu'on est sur des productions saisonnières de cycle court, donc le manque d'eau coûte cher à nos légumes. Et donc, on a besoin d'irriguer. Et sur ce sujet-là, du coup, on est très engagé aussi sur l'optimisation de l'irrigation pour gérer de façon raisonnée et au mieux cette ressource qui doit être de plus en plus partagée. Et voilà. Et donc, on a des vraies avancées en termes de technique sur les questions d'irrigation, mais on a aussi, évidemment, en lien avec l'évolution climatique, une augmentation de nos besoins sur les périodes qui s'assèchent. Je ne sais pas si tu veux compléter. Quand on dit sans eau, pas de légumes, on a tout dit, hein, et c'est vrai, sans eau, il n'y a pas de légumes. Néanmoins, on a un besoin, bien entendu, pour irriguer nos cultures, mais néanmoins, la problématique, elle est de deux ordres, c'est-à-dire à savoir que l'accès à l'usage de l'eau, ce n'est pas un problème agricole, ce n'est pas un problème des légumiers, c'est un problème sociétal avant tout, puisque l'accès à l'usage de l'eau, il vaut pour tout le monde, à tous les niveaux, pour le consommateur, pour les industriels, pour nous agriculteurs, etc. etc. Donc déjà, on a le sujet de dépassionner ce débat au niveau sociétal pour qu'on puisse tous ensemble échanger déjà, discuter et trouver un accord pour dire, bah oui, effectivement, avoir de l'eau à disposition, c'est vital, c'est très important, mais pouvoir manger et être souverain en alimentation, c'est aussi important. Donc, à un moment donné, il faut qu'on comprenne, qu'on explique aux citoyens, que le citoyen comprenne pourquoi on demande cet accès à l'usage de l'eau, pour quelles raisons, pour faire quoi. Et puis le deuxième point, c'est d'expliquer, de dire, voilà, quand on a accès à l'usage de l'eau, voilà ce que l'on fait pour justement être économe en eau, irriguer au bon moment, à la juste dose, ne pas gaspiller, etc., etc. Et aujourd'hui, on a des technologies qui se mettent en place, qui vont dans ce sens, bien entendu, qui demain seront probablement encore beaucoup plus performantes et qui nous permettront justement d'avoir une irrigation raisonnée et surtout économe. Donc, mais je vous dis, avant tout, c'est quand même ce qui nous inquiète le plus, c'est le débat sociétal. C'est pas de faire un bras de fer avec la société, de dire, nous, on va faire modifier les textes réglementaires, on va faire modifier la loi sur l'eau, en sachant qu'en face de nous, on va avoir un citoyen, vous, qui ne comprendront pas pourquoi, justement, on veut avoir accès à l'eau. Il faut qu'on explique, il faut que ce soit compris. Avant de prendre une dernière question, parce que je vois déjà une main qui se lève, ou peut-être deux, j'apporte un complément de réponse par rapport à la question sur Egalim. Pour notre filière, l'une des avancées principales, c'est celle qui a été soulignée par Nicolas sur la sanctuarisation de la part agricole dans la construction du prix. Pour beaucoup de filières, ça a également été la contractualisation. Dans notre cas, en fait, ça fait quasiment 50 ans que la filière s'est structurée par contractualisation. L'interdépendance évidente entre l'amont agricole et l'industriel transformateur a fait que ça fait désormais plus de 40 ans qu'on travaille avec une anticipation et une visibilité pour le producteur de la garantie de vente et d'achat des quantités produites à un prix déterminé à l'avance. Et ça, c'est important parce que c'est quand même l'un des acquis pour de nombreuses filières de la loi Egalim. Pour nous, ça ne l'était pas, et donc c'était un tout petit peu moins une révolution. Deux autres questions. J'ai vu deux mains se lever. Oui, bonjour, Valentin Rago, RIA. Vous avez parlé d'un plan de soutien à la transition à hauteur de 102 millions d'euros. Je voulais savoir si c'était uniquement pour l'amont agricole ou s'il y avait une part pour les industriels, pour la transition justement. Là, sur ce que j'ai évoqué, effectivement, c'est uniquement les guichets, les différents guichets du PARSADA et du plan de souveraineté fruits et légumes sur l'agroéquipement, donc pour l'amont agricole, effectivement. Moi, je voulais juste une petite précision sur la question des phytosanitaires. Les chiffres que vous avez mis en avant, ils se réfèrent à quoi? J'imagine au pacte vert, c'est-à-dire les produits et les pratiques qui sont en danger aujourd'hui, dans les années à venir. Et comment vous vous positionnez par rapport à ce sujet, puisque pour l'eau, vous ne voulez pas être dans le bras de fer, alors quid des phytos? Mais pareil, on n'est pas dans le bras de fer. Exactement sur la même ligne, en fait, notre sujet pour nous aujourd'hui, c'est pas de nous opposer
c'est d'anticiper et de se demander comment on s'adapte. Et donc du coup, on partage et de mieux en mieux avec les pouvoirs publics la visibilité sur ces évolutions et les priorités qu'il faut se donner, parce que je pense que n'importe qui peut comprendre qu'on ne peut pas travailler sur tous les sujets prioritaires en même temps. Donc on est contraint de faire des priorités de priorité. Vous l'avez vu, le désherbage était notre priorité de priorité, donc c'est le premier sujet qui est passé, mais c'est que le début. Il y a un certain nombre d'autres sujets sanitaires majeurs qui vont s'enchaîner. Et pour nous, le sujet, c'est d'amplifier les moyens de recherche pour cette recherche d'alternatives. Mais effectivement, on n'est pas pessimiste et on n'est pas résolu à renoncer à trouver des solutions et à réussir à s'adapter à ces arrêts de substances actives. Maintenant, on est mobilisé, déterminé. Et surtout, on doit aller vite. Mais il faut qu'on trouve le temps. Il faut malgré tout qu'on accepte que... on met en production des cultures légumières et qu'on ne peut pas en faire 15 par an. Donc il y a un moment donné, nos programmes de recherche ils doivent s'amplifier, mais ils sont quand même tenus aussi par la contrainte des réalités naturelles dans lesquelles nos productions se déroulent. Et donc il faut qu'on ait aussi le temps de cette adaptation. Et je ne sais pas si Jean-Claude, tu veux compléter, mais voilà. Non, tout est presque dit. En 2 mots, pour résumer, nous sommes une filière volontariste. C'est-à-dire que nous ne nous opposons pas, bien sûr, à la transition. On demande seulement de nous laisser le temps nécessaire pour faire cette transition, et on veut faire cette transition, on la veut. Maintenant, il faut le temps, et on ne sait pas quel temps exactement il nous faudra. Mais au fur et à mesure que l'on va avancer, avec des moyens qu'on nous met à disposition, il est évident qu'on trouvera des solutions. Moi, je suis convaincu que dans les 5 à 10 ans qui viennent, on aura trouvé des solutions. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas lâcher toute la filière du jour au lendemain et dire, bon, on claque les doigts, c'est fini, on change de système et demain, on passe à autre chose. Ça, on ne sait pas faire. On n'a pas les alternatives aujourd'hui. Donc, il faut qu'on les trouve. Mais nous sommes volontaires. Et Arnaud va pouvoir être votre témoin, mais c'est important cette démarche de RSE parce qu'en fait, c'est vraiment ce discours, on le tient partout pareil. On était la semaine dernière auprès de l'ensemble de la filière, l'ensemble des responsables d'organisations de producteurs, l'ensemble des industriels. Et ce discours, c'est une réalité, hein, c'est eux qui l'apportent, c'est eux qui l'ont construit, c'est eux qui le font sur le terrain, c'est eux qui nous missionnent pour les travaux de recherche. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas passer du temps aussi à reconvaincre l'ensemble des acteurs. Et ce discours-là, on le tient en réunion avec les producteurs, on le tient en réunion nationale, on le tient aussi dans les échanges qu'on va avoir au ministère, et puis on le tient aussi vis-à-vis de vous. Et notre objectif, c'est d'avoir aussi le maximum d'éléments pour montrer comment on avance. Et puis voilà, les solutions, ça ne se décrète pas, les alternatives, ça ne se décrète pas. Il faut les trouver, il faut les déployer. Mais en tout cas, on se veut très transparent et proactif sur ce sujet-là. Aujourd'hui, il n'y a aucun tabou pour nous. La question, c'est de les trouver, les solutions, et on est très actifs pour les chercher. Et pour ceux qui connaissent moins l'Unilette, en fait, une grande partie des effectifs de l'Unilette, ce sont en fait des experts qui travaillent dans 3 plateformes techniques où on a des parcelles d'essais et où on teste toutes ces techniques culturales, ces évolutions de pratiques, ces alternatives à chaque saison. Et on a des plans d'expérience pour justement rapidement identifier les meilleures solutions et avec des essais variétaux, des essais de... Et donc, c'est vraiment la raison d'être aussi de l'Unilette, c'est de fournir ces solutions de demain aux légumiers de demain. Je vois qu'on commence à gesticuler sur sa chaise. Je pense qu'on arrive au bout de votre attention et on en a peut-être un tout petit peu abusé. Pour se faire pardonner, on vous propose de rester là à pouvoir échanger autour du buffet si vous avez d'autres questions ou envie de continuer la discussion. On vous remercie bien évidemment de votre participation aujourd'hui, de votre attention, de votre intérêt pour notre filière. Pour nous, c'est la plus belle marque d'attention. Et donc, en vous souhaitant bon appétit, on se tient à votre disposition pour continuer à échanger avec vous. Pour toute autre question supplémentaire, d'autres demandes, vous avez l'équipe d'Adocom et d'Arnaud Narcy qui est là pour justement faire l'intermédiaire. Un grand merci à vous.